Nous sommes en guerre. Ils étaient en première ligne face au Covid-19. Ils sont dans la rue pour défendre l'hôpital public. Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers, Unis par une même expérience, celle de s'être sentis bien seuls, sans parfois le matériel pour affronter l'épidémie. je tiens avant toute chose à exprimer à ces héros en blouse blanche la reconnaissance de la nation. On veut pas d'applaudissements, on veut pas de médailles, même la prime Covid, on s'en fout. Nous là, ce qu'on veut, c'est juste des lits pour les patients et des moyens matériels pour soigner correctement. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thomas Lehété et vous écoutez la nouvelle série du podcast de Cortex intitulée Paroles de soignants. Ça n'aura échappé à personne, depuis plus d'un an, le coronavirus a considérablement bouleversé nos vies. Plus encore, il a remis profondément en question notre système de santé qui semble incapable de soutenir une épidémie d'une telle ampleur. Le 7 avril dernier, c'était la journée mondiale de la santé. À cette occasion, chez Cortex, on a eu envie de donner la parole justement aux soignants, ceux dont on a dit qu'ils étaient en première ligne dans la lutte face au virus. Pour ces aides-soignantes, infirmières ou médecins, la peine a été double. Pendant un an, ils ont fait l'objet de tous les fantasmes. D'abord, ils ont été applaudis et même érigés au rang de héros par certains. Et puis, on a commencé à s'en méfier. Certains voisins craignaient qu'ils ne ramènent le virus dans leur quartier ou dans leur immeuble. Pendant un an, malgré tout, ces soignants ont continué à faire leur travail. Ils apportaient leur aide aux nombreux malades du coronavirus, mais ils devaient aussi, tant bien que mal, faire tourner les services réguliers des établissements de santé. Une tâche pas si anodine, dans un milieu où, déjà avant la crise, on se plaignait de ne pas pouvoir bien faire son travail par manque de moyens. Les intervenants que vous allez entendre avaient envie, parfois besoin, de partager leurs témoignages, leurs peurs mais aussi leurs moments de joie. Leurs récits leur sont propres. Ils y expriment leur subjectivité et la façon dont chacun, individuellement et intimement, a vécu cette période. Ceci étant dit, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Je m'appelle Lucie, j'ai 27 ans, je suis infirmière depuis 4 ans. Je travaille dans une clinique de rééducation et un EHPAD. J'accueille et je m'occupe de patients qui viennent pour des rééducations sur diverses pathologies, que ce soit suite à des poses de prothèses, de hanches ou de genoux par exemple, suite à des chirurgies digestives de toutes sortes. Certains sont complètement autonomes, je passe voir si tout va bien, je leur donne leur traitement. D'autres ont besoin d'être assistés pour tous leurs actes de la vie quotidienne. C'est particulièrement le cas de mes patients d'oncologie. C'est des patients qui sont traités et suivis pour un cancer, qui pour une raison ou pour une autre ne peuvent pas rester chez eux entre deux chimiothérapies ou deux cures de radiothérapie, enfin entre leurs séances de traitement. Ils doivent être suivis de près, niveau nutritionnel notamment. C'est un travail qui a ses difficultés comme tout. J'étais de nuit pendant 2 ans dans un service qui accueillait du digestif et de l'oncologie. On était 2 soignantes, moi et une aide-soignante pour 47 patients. Quand il y avait des soins assez lourds, des poses de perfusion, des poches de stobie, des pansements à refaire, ça faisait des nuits assez longues, oui. Ça dépend aussi des jours, du nombre de prises de sang à faire et des soucis, des urgences qu'il peut y avoir. Une autre difficulté aussi en oncologie, c'est les personnes en fin de vie. Donc on accompagne dans leurs derniers moments, avec ou sans leur famille, ce qui peut être difficile parfois, surtout quand c'est des patients qui sont restés très longtemps, parfois plus d'1 an dans notre service, auquel on s'attache. Ça a mis du temps à s'installer comme idée qu'on allait devoir gérer une épidémie à l'échelle mondiale. Au début, c'était surtout gérer l'angoisse des patients qu'on retrouvait devant les chaînes d'infos, qui nous posaient des questions, nous demandaient ce qu'on en pensait. C'était les tout débuts, c'était cantonné à la Chine.
On tentait de les rassurer au maximum. On n'était pas plus inquiets que ça. Il y avait eu d'autres alertes avec le SARS, le MERS. Sur les débuts, c'était pas concret. Après, c'est arrivé, on a eu des nouvelles mesures à prendre. Les patients mangeaient en chambre. Au lieu d'aller dans la salle à manger, ils restaient isolés les uns des autres. Certaines de leurs activités de rééducation, les cours ou les séances de sport qu'ils pouvaient avoir étaient annulées ou très réduites. On avait les pénuries de masques et de surblouses, par exemple. Dans les premiers temps, on avait un masque chirurgical par soignant et pour 12 heures. On n'en avait même pas assez pour les patients. Alors qu'en principe, on est censé en changer toutes les 4 heures. On se restreignait énormément sur l'usage des gants et du gel hydroalcoolique. On devait les cacher dans nos chariots pour éviter que les patients nous les prennent. C'est bête, mais pareil avec les gants. On était un peu à l'aveugle, hein. J'étais de nuit, j'avais pas toutes les infos, je voyais pas forcément les personnes de l'encadrement, de l'administration. J'imagine qu'il y a un stock sur tout le territoire, des commandes habituelles, et d'un coup, il y a eu beaucoup plus de commandes d'un coup pour tout le monde, sur la planète entière. Donc ça a mis du temps à arriver, ça a mis du temps à se réguler. Les soins en soi n'avaient rien d'exceptionnel par rapport à ce dont on avait l'habitude de faire. La difficulté, c'était plus sur les turnovers. On n'avait jamais les mêmes personnes avec soi ou dans les services d'à côté. Ma binôme habituelle s'est portée volontaire pour l'unité Covid quand elle s'est ouverte en gériatrie. Et, elle a été remplacée par peut-être une dizaine de personnes. Je pouvais passer 3 nuits de suite sans avoir la même collègue avec moi. Il fallait lui réexpliquer tout le service, lui reparler des patients, relister tout ce qu'il y avait à faire, voir avec elle le matériel, car elle ne connaissait pas le service, elle ne savait pas où se trouvait le matériel, elle ne connaissait pas les habitudes ni du service ni des patients. C'était comme si on devait former une nouvelle personne tous les jours. C'est fatigant au bout d'un moment. Même la meilleure des vacataires qui ne connaît pas le service, ne connaît pas le service, de toute façon. J'ai entre un quart et un tiers de mon équipe qui a été malade pendant la première vague. On a peut-être eu plus de personnes asymptomatiques, mais vu le peu de tests à ce moment-là, on ne peut pas vraiment avoir de certitude. Les collègues, du coup, quittaient le service, faisaient leur période d'isolement et revenaient travailler ensuite en service Covid. Pour ne pas risquer d'infecter des personnes qui n'étaient pas Covid. Ça rajoutait au turnover des équipes. J'ai des collègues infirmières de rééducation qui s'occupent des cours sur l'obésité ou le diabète, qui sont revenus en service, qui se sont occupés de l'oncologie ou autre, comme moi je le fais, chose qu'elles ne faisaient plus depuis longtemps. J'ai des collègues qui étaient plutôt spécialisés dans le diabète, qui sont venus en oncologie, chose qu'elle n'avait pas choisie et tout le monde n'est pas à l'aise avec. C'était des collègues qui ne voulaient pas ou ne se voyaient pas y travailler pour des raisons personnelles qui leur regardent. Je ne connais pas leur histoire ni leur vécu, mais ça les a marqués de devoir s'y retrouver. Les infirmiers ne sont pas interchangeables. On a chacun nos spécialités et nos points forts. Vous me mettez demain en réanimation, vous me retrouvez en PLS au bout de 2 heures. A contrario, une collègue qui a fait beaucoup d'aigus des urgences a étalé une journée en EHPAD, avant midi elle avait envie de changer de métier. Tout ça pour dire que appeler des collègues sur le terrain, faire remplacer certains services par des autres, c'est pas si anodin et c'est pas si simple que ça. Ça bouleverse nos manières de travailler, ça bouleverse énormément de choses. Des fois, il manquait du monde. Je me suis une fois retrouvée toute seule dans mon service sans être soignante. J'ai eu un petit peu d'aide des collègues des services à côté. Quand c'est comme ça, on va à l'essentiel et on fait pas les soins qui peuvent attendre. Les prises de sang, ça peut attendre. Les prises de tension, ça peut attendre. On s'occupe du nursing, on s'occupe des traitements et c'est déjà ça de fait. L'EHPAD, c'est établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Ce n'est pas un lieu d'hospitalisation, c'est un lieu de vie pour des personnes qui, en raison de leur âge et des pathologies qui peuvent être associées, ne peuvent plus rester seules à domicile ou n'ont pas les moyens d'être maintenues à domicile avec les aides qu'il faudrait. Dans ces établissements, c'est les aides-soignants qui sont les plus nombreux et les plus proches des patients. Les infirmiers ont un rôle un peu en retrait. À l'EHPAD de jour, il y a 2 aides-soignants par unité. L'infirmier a 2 ou 3 unités à charge et ne passe que pour les traitements et les pansements. En général, dans la plupart des EHPAD, il n'y a pas d'infirmier la nuit. Quand il y a un souci, ils appellent simplement le 15. Pendant la première vague, le SAMU était tellement submergé qu'il ne passait que très peu à l'EHPAD. Quand il y avait des urgences qui pouvaient être gérées sur le moment et sur place, les aides-soignants de l'EHPAD nous appelaient à la rescousse. Avec mes collègues de rééducation, on a fait plusieurs allers-retours à l'EHPAD pour gérer les urgences qui pouvaient l'être. On y est allé une fois pour un patient. Il nous disait il va vraiment pas bien. C'est un homme qui avait le Covid, qui, de par son âge, ses pathologies et une démence avancée, n'était pas considéré comme réanimable. Quand on est arrivé, le monsieur était déjà inconscient. En oncologie, quand j'accompagne des patients à la fin, on a toute une procédure de mise en place. S'il y a des douleurs, on met de la morphine. S'il y a des angoisses, on met du midazolam, un anxiolytique assez puissant. C'est des produits qu'on met dans des seringues autopulsées. C'est des machines qui vont pousser le piston des seringues à une allure régulière pour pouvoir injecter une dose de produit régulièrement, comme pour une perfusion. L'EHPAD n'a pas ce matériel-là. Quand ils en ont besoin, ils viennent au SSR pour le chercher. Là, ce patient-là, on n'a même pas eu le temps d'aller chercher le matériel qu'il fallait. On lui a juste tenu la main, il est décédé. On a appelé le médecin de garde et sa femme, et on a dû expliquer surtout à sa femme qu'elle ne pouvait pas venir le voir. J'ai une collègue qui a craqué à ce moment-là. Quand on accompagne quelqu'un sur ses derniers instants, on accompagne aussi sa famille. On les rassure sur ce qui se passe, sur tout ce qu'on peut mettre en place pour qu'il n'y ait pas de souffrance, qu'il n'y ait pas d'angoisse, et que le guérissement se fasse le plus doucement et le plus sereinement possible. Là, on n'a rien pu mettre en place de tout ça. C'est pas vraiment un sentiment de culpabilité. On fait au mieux avec les moyens qu'on a et c'est toujours comme ça. Mais on n'a pas l'impression de pouvoir bien faire notre travail. Le fait que ça se passe la nuit, ça complique tout. Quand ça se passe de jour avec le médecin, avec les infirmiers présents, il n'y a pas de souci. Ils viennent au SSR, ils prennent le matériel qu'il faut et ils mettent les choses en place à l'EHPAD. Là, c'était la nuit. Il n'y avait personne qui pouvait le faire. Les aides-soignants, la nuit, ils étaient 4 ou 5 pour 140 résidents. Ils n'ont pas le temps de passer une demi-heure, 3/4 d'heure avec quelqu'un. Quand ils nous ont appelés, il était déjà trop tard pour faire quoi que ce soit, pour mettre quoi que ce soit en place. Il y avait un vacataire à l'EHPAD qui travaillait aussi souvent avec nous sur la rééducation. Il nous disait pendant cette période qu'il avait l'impression d'accueillir les pompes funèbres tous les soirs à l'EHPAD pour venir chercher quelqu'un. Comme l'appel au portail arrivait chez nous, on ouvrait aux pompes funèbres, puis on appelait partout pour savoir pour quel service il venait. C'était l'EHPAD, à chaque fois.
Je travaillais déjà avec des patients en fin de vie en oncologie. Disons que c'est quelque chose que j'arrive bien à gérer habituellement. Mais parce qu'on a le temps, on a les moyens de mettre tout ce qu'il faut en place et on a le sentiment de bien faire les choses et d'accompagner jusqu'au bout. Quand c'est des patients qui sont là depuis 1 an ou 2 ans, on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils restent confortables, sans douleur, jusqu'à la fin. Et même si on est triste, on a un petit sentiment d'accomplissement. On a fait les choses correctement jusqu'au bout. Le rapport à la mort, il change pas. C'est juste que, comme il y en a plus sur une plus courte période, il y a quand même une petite lassitude. Parce que même si on a une certaine habitude d'accompagnement de la fin de vie, on ne fait pas que ça non plus. On a des gens qui sortent, on a des gens qui sont en rémission, on a des gens qui reprennent possession de leur corps et qui retournent à leur vie. C'est comme dans tous les métiers, il y a des jours difficiles, il y a des jours où ça marche pas comme on veut. Ce qui aide à tenir, c'est les patients et éventuellement leur famille. Il y a un de nos patients qui est resté pour soigner son cancer plus d'1 an avec nous. Il nous a redécoré le salon de l'unité. Il s'était pris de passion pour les origamis. Il a dû en faire des centaines. Il nous a redécoré le salon. Il redonnait le sourire à tout le monde, soignant comme patient. C'est les gens pour qui on était content de venir travailler. C'est un de ceux qu'on a accompagné jusqu'au bout, correctement. C'est les familles aussi qui passent. Il n'y a pas très longtemps, on a eu le décès d'une autre personne qui était restée longtemps. Ses proches sont venus après son décès pour voir le corps. Ils sont restés très discrets, on les a à peine vus. Et c'est le lendemain, en allant nettoyer la chambre, que mes collègues ont trouvé le tableau Velleda que le patient utilisait parce qu'il n'arrivait plus à bien parler. Ils avaient juste laissé « on vous remercie beaucoup » avec des cœurs. C'est le genre de choses qui aident à tenir, qui rendent le sourire et qui font qu'on y retourne. C'était le témoignage de Lucie, infirmière en établissement privé. Si vous avez pris du plaisir à l'écouter, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Comme d'habitude, si vous êtes friand de savoir scientifique, je vous invite à passer faire un tour sur le site www.le-cortex.com. Vous y trouverez sûrement des réponses à des questions que vous vous êtes peut-être déjà posées. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de cette série Paroles de soignants.